Durant des siècles, les hommes ont rêvé de conquérir une zone réputée inaccessible, le massif du Mont Blanc. Ce relief mythique va subir une véritable métamorphose pour devenir l'une des destinations les plus prisées. Il a fallu relever des défis techniques hors du commun sur les plus hauts sommets d'Europe. Dans les airs et sous la terre, dans des conditions extrêmes, visionnaires et bâtisseurs ont conçu des infrastructures hors normes en l'espace d'un siècle. Mais comment ces hommes ont-ils réussi à dompter cet environnement hostile? Qui dit travaux de montagne dit beaucoup de rochers à découper, soit à creuser, soit à percer, des ponts, des viaducs, des tunnels. Du téléphérique de l'Aiguille du Midi, qui franchit 1500 mètres de dénivelé sans portée, pour atteindre un piton rocheux à 3842 mètres d'altitude. C'était à l'époque le plus long, le plus puissant, le plus gros, le plus rapide et le plus élevé du monde. Aux pentes abruptes du chemin de fer du Mont-en-Vert, bâti à flanc de falaise, porte d'entrée du plus grand glacier de France qui dissimule plus de 10 km de galeries d'une centrale hydroélectrique. Voilà, là, on se situe sous les mers de glace. Et là, ce qu'on voit et ce qu'on entend surtout, c'est le torrent de la mer de glace. L'homme a réussi à apprivoiser ce massif. Mais il faudra attendre la moitié du XXe siècle pour qu'il se lance dans l'un des plus grands défis du génie civil en perçant et creusant une galerie de 11 km sous le Mont Blanc. C'était l'ouvrage routier plus long au monde qui passait au-dessous des montagnes plus hautes d'Europe. Face au changement climatique qui menace cet espace naturel, c'est un nouveau défi qu'il faut relever. Le massif du Mont Blanc demeure un véritable chantier à ciel ouvert où ces infrastructures du siècle passé doivent être repensées et faire preuve d'adaptation face aux enjeux environnementaux. Donc en 1995, là on était sous la glace, tout à fait. Autrefois, ce monde en altitude effrayait les hommes. Aujourd'hui, il est l'un des sites naturels les plus visités au monde. Cette notoriété n'a pu être possible que par un aménagement profond du territoire et des chantiers pharaoniques à la hauteur de l'immensité de cette nature et de ses sommets de légende. Le massif du Mont Blanc est un relief alpin hors du commun. Dans cette zone de 400 km², partagée entre la France, l'Italie et la Suisse, 20 sommets culminent à plus de 4000 mètres d'altitude. L'un d'eux, le plus mythique, plus haut sommet d'Europe occidentale, domine la vallée de Chamonix du haut de ses 4805 mètres, le Mont Blanc. Ce colosse transfrontalier est le symbole de ce monde de glace et de neiges éternelles, régnant sur un milieu extrême où l'oxygène se raréfie, où les rafales de vent dépassent les 250 km/h et où les températures peuvent atteindre moins 40 degrés. C'est bien pour cette raison qu'autrefois personne n'osait s'aventurer dans ce massif maudit, par crainte de ces immenses murailles de neige et de ces terrifiants pics de glace. Pendant le Moyen-Âge et au XVIIe siècle, tout le monde était repoussé par la barrière de montagne que constituait le massif du Mont Blanc, dont on ne savait pas du tout à l'époque que c'était le plus haut d'Europe. Et on imagine cette vallée complètement enceinte et isolée par la chaîne de montagnes qui la cercle. Pourtant, ces glacières et ces sommets terrifiants nourrissaient les plus grandes fascinations. On rêvait de conquérir le Mont Blanc. Il faut attendre 1786 pour que deux aventuriers, Jacques Balmat et le docteur Paccard, s'élancent dans cette ascension. Sans corde, sans piolet ni crampons, après un campement de fortune, ils atteignent le sommet après 14 heures de marche. C'est quand même le point de départ de l'alpinisme, un alpinisme d'exploration et de conquête, et le point de départ de toute une aventure touristique à Chamonix et dans les Alpes. C'est le début du tourisme et surtout de l'accessibilité à l'inconnu et l'accessibilité à la haute montagne et de permettre de partager le rêve de tout alpiniste, tout à chacun. La conquête touristique du toit de l'Europe est lancée. On souhaite venir chercher le frisson au sommet de ces aiguilles et contempler un monde de glace. Alors on décide de construire un téléphérique qui va battre tous les records et devenir le point d'entrée direct de la haute montagne.
téléphérique à une altitude proche des 4000 mètres, ce qui était exceptionnel à l'époque, et en faisait le téléphérique le plus haut, le plus rapide, le plus gros, le plus puissant du monde. Le téléphérique de l'Aiguille du Midi. La construction de ce géant fut un exploit technique sans précédent. Un chantier spectaculaire mené sur 4 ans dans les années 50 par des araignées du ciel qui vont tisser des câbles dans le but de conquérir le monde de la haute montagne. Au total, c'est 5420 mètres de longueur pour un dénivelé de 2739 mètres que l'on franchit en 20 minutes. Au terme de ce chantier, le téléphérique deviendra l'emblème de la vallée et l'une des attractions les plus fréquentées du massif. Le plan pour la moto, on est prêt à rouler? Sur le site de l'Aiguille du Midi, on a environ 500 000 visiteurs par an. En cette période-là, on est au mois de février. Les plus grosses journées, on va avoir un peu plus de 2500 personnes par jour. Et après, les pics d'affluence, c'est vraiment l'été qu'on a les amplitudes les plus importantes. Et du coup, là, on peut avoir jusqu'à 4500 personnes par jour. La prouesse qui avait été espérée par les créateurs de ce rêve et de ce téléphérique, c'était d'avoir un départ en centre-ville de Chamonix pour accéder à ce sommet qui est quand même mythique, qui donne une vue sur le massif extraordinaire et surtout un point vertigineux. Pour réussir cette ascension inédite de plus de 5 km, il va falloir créer un téléphérique en 2 parties. Le premier tronçon, supporté par 3 pylônes, devra franchir un dénivelé de 1279 mètres. Il reliera Chamonix à la station intermédiaire, le plan de l'Aiguille, le cœur du dispositif. Le second tronçon devra atteindre la face nord de l'Aiguille, située à 3842 mètres. C'est autant de dénivelé supplémentaires qu'il va falloir de nouveau franchir. Mais cette fois-ci, face à un mur de roches vertigineux. Ce deuxième tronçon de téléphérique a été une vraie prouesse technique, parce que l'implantation de pylônes ou d'ouvrages de ligne n'était pas possible. Toute la question était de pouvoir démontrer qu'on pouvait tendre un câble depuis le sommet jusqu'en bas, sur une portée de près de 3 km, ce qui n'avait jamais été fait encore à l'époque, sans pylône. Il va falloir prouver qu'un téléphérique peut être construit à cet emplacement. En 1949, des guides chamoniards et italiens vont transporter un filin d'acier d'1,8 km, pesant plus d'1 tonne, pour le dérouler depuis le sommet de l'Aiguille. La prouesse des années 50 était de tirer un filin à la descente par des guides qui l'ont descendu à dos d'homme, de le mettre en tension entre le sommet de l'Aiguille du Midi et le plan d'Aiguille, le laisser passer un hiver pour voir si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de rupture de câble, pas de problème particulier. C'est ce qui s'est passé. Du coup, le feu vert et le go a été donné pour construire ce deuxième tronçon. Le pari gagné, la construction peut alors démarrer dans des conditions qui vont se révéler extrêmes. Un réseau de monte-charge et de passerelles est tissé autour du piton de l'Aiguille à 3842 mètres. À cette altitude, la tâche est 3 à 4 fois plus physique due au manque d'oxygène. Au bord de ces falaises vertigineuses, les ouvriers jouent les funambules suspendus sur des planches de bois. C'était vraiment des ouvriers guides, d'une certaine façon, habitués à la haute montagne, à ne pas avoir peur du vide, à savoir se déplacer sur des arêtes de neige ou sur des rochers. Ces funambules vont forer à la main plus de 6000 mètres cubes de roches sous le piton central afin d'y accrocher la future garde arrivée. C'est quand même 1000 tonnes de matériaux qui étaient montés tous les mois. Tout ça à une époque où l'hélicoptère n'existait pas, à une époque où tout se faisait à la main, où il fallait des pneus pour entretenir des foyers qui permettaient de faire fondre la neige, où les doigts, quand il faisait froid, collaient au métal, où il pouvait faire jusqu'à moins 35 degrés, où il pouvait y avoir des tempêtes de 200 km/h. Avalanche, chute de pierre, écrasement ou électrocution, au total 4 personnes sont mortes dans ces conditions terribles. Le chantier de terrassement est mené à terme et dans les temps. Il faut maintenant hisser les 80 tonnes de ferraille sur le pic pour construire la structure de la garde arrivée. En parallèle, il faut couler des centaines de mètres cubes de béton pour les fondations des pylônes répartis sur le premier tronçon. Donc là, on se trouve dans le premier tronçon, dans le premier téléphérique. On est parti de Chamonix à 1000 mètres d'altitude et on arrive jusqu'à la station intermédiaire du plan de l'Aiguille qui est à 2300 mètres d'altitude. C'est là où on a les machineries des 2 téléphériques. C'est ici que sont implantés les moteurs des câbles tracteurs, les contrepoids de tension des câbles porteurs de 83 tonnes et la salle des machines. Ok, pour moi c'est ok. On peut stopper.
Ce téléphérique, il est composé de 2 cabines d'environ 60 places. Ces 2 cabines-là sont accrochées sur un câble tracteur. Donc c'est comme un câble de télésiège qui permet de faire un va-et-vient sur ces 2 cabines-là. Cependant, comme c'est un téléphérique, il y a 2 câbles porteurs sur lesquels roulent des chariots de téléphérique qui permettent, je dirais, l'ascension. C'est comme un rail de train, l'ascension des cabines sur ce câble. Quand une cabine part de la gare intermédiaire, la cabine du sommet descend. Elle se croise en milieu de ligne. C'est dans la machinerie que les câbles des cabines sont mis en mouvement. Et chaque tronçon a son propre mécanisme. Le moteur électrique entraîne une poulie motrice via un réducteur. Ce dernier permet ainsi de gérer la vitesse et la force nécessaires pour tracter les cabines. La poulie motrice entraîne alors le câble tracteur qui est en boucle fermée. C'est ce câble qui met en mouvement les cabines qui reposent sur un câble porteur. Donc ici, on voit le câble porteur. Donc le câble porteur, lui, il a un aspect lisse et c'est lui qui va supporter le poids de la cabine et de son chargement. On voit que pour rouler sur le câble porteur, on a 8 galets et ces 8 galets vont répartir la charge et cheminer sur le câble. Et en dessous, on a le câble tracteur. Le câble tracteur, c'est la boucle qui passe en machinerie et qui donne le mouvement à l'installation. Au vu de la distance à franchir sur le premier tronçon, il faut utiliser un système de contrepoids, indispensable pour garder une tension constante du câble porteur. Ils sont donc reliés via des câbles de tension à des blocs de béton de 80 tonnes qui naviguent dans une fosse conçue sous la machinerie du plan de l'aiguille. Le principe, c'est qu'on va toujours avoir la même tension dans nos câbles porteurs, quelle que soit la température extérieure, position de la cabine, vitesse et charge. Donc ça se fait tout seul. Ici, on peut voir sur notre câble de tension qui vient à se déplacer, c'est-à-dire que notre contrepoids, il est en train de remonter tout de suite pour toujours garder une tension constante dans nos câbles porteurs. La station intermédiaire du plan de l'aiguille est également le point de départ du deuxième tronçon. Qui part à 2317 mètres, qui monte jusqu'à 3842 mètres, jusqu'au sommet de l'aiguille du Midi. Et c'est cette partie qui a fait de ce téléphérique un exploit pour l'époque, car le profil de la montagne ne permettait pas l'implantation de pylônes pour soutenir les 3000 mètres de câbles. Cela représente un dénivelé total de 1470 mètres que le téléphérique va franchir en 7 minutes à une vitesse moyenne de 10 mètres par seconde. Une prouesse technique. Quand on arrive sur les 100 derniers mètres de l'ascension en téléphérique, on a une cabine qui monte à la verticale. Le câble ne pouvant être trop tendu, il y a quand même 100 tonnes de tension du câble. Du coup, on part quasiment à l'horizontale au plan de l'aiguille et à la fin, on a 100% de pente, c'est-à-dire qu'on monte 1 mètre à chaque mètre avancé. On se retrouve quasiment dans une situation d'ascenseur. Aujourd'hui, rares de téléphériques au monde ont ce type de profil. Lorsque le téléphérique est inauguré en 1955, il devient alors le plus haut téléphérique du monde. Les travaux vont durer encore quelques années pour aménager les installations touristiques au sommet, que l'on va devoir creuser à même la roche. Terrasse panoramique, une antenne relais pour la télévision, ascenseur, restaurant. L'homme a conquis l'aiguille du Midi. Aujourd'hui, ce sont 500 000 visiteurs qui empruntent chaque année cette installation vertigineuse, ce qui fait du téléphérique de l'aiguille du Midi l'une des attractions les plus visitées de la région. Pour faire face à cette affluence 11 mois sur 12 dans des conditions climatiques qui peuvent se révéler extrêmes, le téléphérique fait l'objet d'un contrôle très strict et d'un entretien constant. Nous, on n'a pas de problème à ouvrir si on n'a pas de visibilité. Ce qui va vraiment nous perturber, on va dire, c'est le vent. Si on a un vent qui est trop fort, du coup, là, ça va nous gêner pour le passage des pylônes. Du moment où on commence à avoir 70 km/h, du coup, c'est vraiment limite. Et du coup, on n'est pas certain de pouvoir ouvrir à cause du vent. On a des phénomènes de givre qui sont importants. Les températures maximales enregistrées à l'aiguille, on a frôlé les moins 38, moins 40 degrés. Ça, c'est le dégivrage de ce matin. Et là, c'est une journée où on avait assez peu de givre. Et du coup, quand on réalise le dégivrage, c'est les galets qui sont en entrée de gare au plan de l'aiguille comme à l'aiguille du Midi qui vont casser le givre qu'on trouve sur le câble. On a des phénomènes, je dirais, de tempête qui parfois peuvent nous solliciter le câble. Heureusement, il est contrôlé et surveillé régulièrement. Mais quand on arrive à une usure, je dirais, progressive, on anticipe ce changement. C'est ce qu'on a fait cet automne. 2 mois de travaux ont été nécessaires pour remplacer le câble tracteur du deuxième tronçon. Au total, c'est près de 10 km de câbles qui vont être déroulés depuis Chamonix jusqu'au sommet de l'aiguille du Midi.
Actuellement, on est en phase de contrôle, c'est-à-dire que les cabines sont démontées du câble et on fait un contrôle magnétoscopie. C'est comme une radio du câble. On vérifie dans le protocole de remplacement et de fabrication si on n'a pas de problème de fil cassé, de traces de frottement. Il y a une obligation réglementaire, c'est qu'avant que le public puisse embarquer dans le téléphérique, ce câble qui est neuf qu'on voit actuellement défiler, il est contrôlé en magnétoscopie. Dans les pas des visionnaires des années 50, la Compagnie du Mont Blanc, qui exploite aujourd'hui cette remontée mécanique, a continué de développer les installations au sommet. Le tube de l'aiguille du Midi, un cylindre de 33 mètres de long, a été ancré dans la roche pour faire le tour complet du piton rocheux et admirer le Mont Blanc à quelques centaines de mètres. En 2013, on installe le pas dans le vide, une cage vitrée située à 1000 mètres au-dessus du vide. C'est un site d'excursion et de contemplation. Donc on apporte ce rêve à notre clientèle de pouvoir accéder à la haute montagne. Visuellement, vous êtes au cœur du massif du Mont Blanc. Le frisson, l'adrénaline de l'alpinisme, l'effet du froid, du manque d'oxygène avec l'altitude. Donc les gens viennent chercher cette sensation-là. La construction de ce téléphérique marque un tournant dans la conquête des sommets de ce massif. Le Mont Blanc, toit de l'Europe, devient palpable et accessible. Les touristes affluent pour découvrir l'un des plus beaux panoramas des Alpes, autrefois réservé aux alpinistes. L'aiguille du Midi devient également le point de départ d'itinéraires hors piste depuis la Vallée Blanche et ses 20 km en terrain glaciaire. Une descente mythique qui permet d'atteindre la mer de glace et le site du Montanvert. Là où il y a plus d'un siècle, débutaient les travaux hors normes d'une ligne de chemin de fer. Le chemin de fer du Montanvert est le premier aménagement touristique à Chamonix et le premier aménagement touristique en haute montagne en France. Depuis 1909, ce petit train qui s'élance sur les pentes du massif du Mont Blanc est devenu le symbole de la vallée. Aujourd'hui, il transporte en moyenne 800 000 visiteurs par an. Il permet de relier Chamonix au Montanvert en seulement 20 minutes pour accéder au plus grand glacier de France. Le but était vraiment d'aller découvrir cette mer de glace et tout le cadre qui est autour, les Grandes Jorasses, les Drues, enfin des montagnes qui sont quand même mythiques aujourd'hui, et les offrir, entre guillemets, à ces nouveaux touristes. Si ce petit train rouge parvient à gravir 1000 mètres de dénivelé sur des pentes vertigineuses à 22%, c'est grâce à un exploit technique réalisé à flanc de montagne, l'un des plus périlleux chantiers ferroviaires entrepris au début du siècle passé. Ce chemin de fer doit partir du centre de Chamonix et atteindre le refuge du Montanvert situé à 1913 mètres, qui est l'attraction la plus populaire au début du siècle. Face aux avalanches, aux éboulements, aux couloirs à franchir, au gel et à la pente à maîtriser, c'est un chantier risqué qu'il va falloir mener. Le premier coup de pioche a été posé en 1906. Qui dit travaux de montagne dit beaucoup de rochers, soit à creuser, soit à percer. À ce moment-là, ça faisait peur à personne. Il suffisait de multiplier les bras pour faire avancer le chantier, quoi. Un gros chantier pour l'époque, avec 200 Val-de-Thym et Hauts-Savoyards qui vont travailler pendant 2 ans, à partir de 1906, pour créer une tranchée dans la montagne, construire un tunnel et une tranchée couverte, tailler les pierres à la main et construire 5,1 km de voie depuis le centre de Chamonix. C'est beaucoup d'ouvriers qui étaient tailleurs de pierre pour une grande partie, et puis des très jeunes. Si on voit les photos, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont 12, 13, 15 ans, pas plus. La première phase des travaux consiste à terrasser l'ancien sentier emprunté par les muletiers, celui qui convoyait les touristes jusqu'à la mer de glace. Il va falloir l'élargir. On déboise, puis on fend la roche pour tracer une voie en Z à flanc de montagne. Les matériaux de construction sont extraits sur place. Le granit est taillé et servira à ériger les murs de soutien et les piles des ponts. Les pierres seront concassées et transformées en sable ou en ballast pour supporter les traverses des voies. C'est une véritable bataille du rail où ces centaines de cantonniers se relayeront sans discontinuer pendant près de 3 années. Alors c'est vraiment un travail harassant et de mineur, un peu comme dans les grands tunnels alpins, où pour construire les tunnels, il faut faire sauter à l'explosif et à la dynamite les rochers, où il faut construire plusieurs centaines de mètres de murs à la main et où tout se fait à la pioche. Ce véritable travail de forçat permet d'ériger plusieurs ouvrages d'art sur la ligne. On saigne la roche sur plus de 100 mètres pour créer le tunnel des planards.
Plus haut, le tunnel en courbe du Grépon est entièrement creusé à la main sur ses 306 mètres. Pour enjamber ces couloirs propices aux avalanches, les ouvriers érigent le viaduc de Montanvert. C'est notre fleuron, si je peux dire. C'est un viaduc de 11 arches, donc tout construit en granit. Emblème sur le tracé de ce chemin de fer, ce chef-d'œuvre architectural bâti à flanc de montagne est un exploit à lui seul. Le viaduc de 152 mètres serpente avec un profil en S sur une pente à 20%. Tenir une telle rampe est un record à cette époque. Cette prouesse n'a pu être possible qu'avec l'utilisation d'un système à crémaillère, indispensable sur une ligne avec autant de pentes. Tout simplement, on a deux rails qui vont venir guider avec les roues et on a donc cette partie roulantée à crémaillère qui va venir se mettre sur un rail denté. Ça va venir s'engrainer dedans, c'est ce qui va nous permettre de monter des rampes comme ici pour aller au Montanvert à 22%, donc 220 pour 1000, et de retenir le train à la descente également. Il faut savoir qu'au-delà de 90 pour 1000, c'est très délicat de travailler avec seulement en adhérence. La machine aurait tendance à patiner. Et puis sécuritairement, s'il fallait freiner, ça pourrait être aussi problématique. Après 20 ans d'exploitation, l'installation de ce système à crémaillère ne va pourtant pas éviter l'une des plus grandes catastrophes de la vallée, en août 1927, seulement quelques minutes après le départ en gare du Montanvert. Il faut savoir que quand on part du Montanvert avec une machine, on part sur le plat, c'est-à-dire qu'on est appelé à tractionner pour partir de la gare du Montanvert, puis à faire ce qu'on appelle une inversion. C'est-à-dire que quand on a assez d'élan et qu'on commence à basculer dans la pente, on se met en freinage. Et là, il y a toujours un temps de roue libre, entre guillemets. Donc en 1927, la machine, elle partait à 10 à l'heure, puis la manip n'a pas été faite comme il faut, faite trop tard. Et du coup, la machine s'est lancée jusqu'à 60-65 km/h. Et là, elle a sauté du viaduc. La locomotive et le premier wagon s'écrasent sur les rochers en contrebas de l'ouvrage. Le train était bondé cet après-midi-là. Au total, il y eut 22 morts et une cinquantaine de blessés. Malgré cet accident dramatique, l'exploitation ne cesse d'être un succès. Les voyageurs affluent pour emprunter le petit train rouge. La voie est électrifiée en 1954. Les locomotives à vapeur sont remplacées par des électriques. De 55 minutes, on passe à 20 minutes de trajet pour franchir les 5 km de pente. Mais cette voie, située à flanc de montagne, va exiger un service d'entretien intense en plein hiver. Les défis sont très nombreux. Il y a un entretien tout particulier sur la caténaire qui est vite givrée. Il y a du déneigement sur la voie, évidemment. Alors celle-ci, c'est notre fraise à neige. On a un véhicule diesel qui va pousser et puis tracter ensuite la fraise. Et le moteur de cette ancienne locomotive, en fait, il est utilisé uniquement pour faire fonctionner la fraise à neige. Et cette fraise, elle nous permet d'ouvrir la ligne tous les matins pour qu'on puisse monter nos clients. Si on n'a pas cette machine, clairement, on ferme. La partie sommitale, on a 1913 mètres de Montanvert. On peut avoir des 30, 40, 50 cm, voire plus les matins. Pour faire face aux chutes de neige durant la saison hivernale, la compagnie du Mont Blanc complète l'installation centenaire avec la mise en place de paravalanches sur plus de 600 mètres de voie. Cette installation permet de sécuriser la voie en évitant les coulées de neige et permet depuis d'exploiter la ligne sur toute l'année. La conduite est une chose, mais l'entretien, le déneigement, les travaux de caténaire, tout ça, c'est la richesse de notre métier. Donc aujourd'hui, on a un véritable amour pour ce métier-là qui reste hors norme. Avec le chemin de fer du Montanvert, la mer de glace devient le glacier le plus facilement accessible dans le massif du Mont Blanc. Lorsque les voyageurs débarquent devant ce panorama exceptionnel qu'offre le plus grand glacier de France, ils ne se doutent pas que se dissimule une installation gigantesque creusée sous la glace. La centrale hydroélectrique des Bois.
Là, sous leurs pieds, il y a plusieurs kilomètres de galeries, quasiment une dizaine de kilomètres de galeries. Ils ne se rendent pas compte aussi que c'est l'endroit où on valorise l'eau que nous donne le glacier pour produire de l'hydroélectricité. Dans cette région, les Alpes représentent un tiers de la production hydroélectrique d'EDF. Dans le massif du Mont Blanc, on dénombre 90 glaciers qui occupent une surface de plus de 150 km². Ce sont de véritables réservoirs d'eau et ils représentent une ressource hydroélectrique précieuse pour l'homme. La neige tombe, s'accumule, se tasse et se densifie durant des années jusqu'à devenir imperméable et se transformer en glacier. La mer de glace, avec ses 7 km de long, 40 km² de superficie et 4 milliards de mètres cubes de glace, sur 2500 mètres de dénivelé, constitue une ressource hydroélectrique gigantesque et les ingénieurs l'ont bien compris. Car depuis 1973, EDF récupère l'eau de fonte naturelle sous le glacier pour produire de l'électricité. C'est le torrent de la mer de glace que nous donne le glacier, qu'on va capter sous le glacier, qu'on va acheminer vers une turbine par des kilomètres de galeries creusées dans la montagne. Une eau projetée à quasiment 300 km/h sur une turbine et qui va produire cette électricité. Mise en service en 1958, au début de la construction de la centrale hydroélectrique, le téléphérique des Bois réservé à EDF est l'unique moyen d'accéder à la prise d'eau du glacier. Il permet aux agents d'atteindre l'entrée des galeries creusées dans la falaise. Et donc là, on rentre dans à peu près 3 km de galeries piétonnes qui sont parallèles aux galeries en eau. Tout a été creusé par des mineurs à la dynamite, donc on a encore des traces, on voit bien des bâtons de dynamite. Au début de l'été 1968, les ouvriers vont creuser pendant 5 ans près de 10 km de tunnels de 2 catégories. Les galeries d'accès, qui servent à surveiller et entretenir l'installation, et les galeries en eau, qui permettent d'acheminer l'eau de la fonte des glaces à la centrale. Toutes les galeries qu'on emprunte sont des galeries piétonnes. En parallèle de ça, il y a la même galerie qui est en eau, qui permet d'amener du captage à la centrale l'eau qu'on turbine. Donc ces portes-là étanches, elles permettent de faire la séparation. C'est des portes qu'on franchit que l'hiver, lorsqu'on sait que les débits à l'intérieur sont très faibles et nous permettent d'accéder. Au bout de la première galerie de 850 mètres, ce sont 319 marches qu'il faut gravir pour pouvoir accéder au captage sous-glaciaire. Quand on évolue dans un environnement comme ça, avec de la marche, des galeries, ça dimensionne aussi la conception des interventions qu'on fait. On part à la journée. Il faut bien préparer ces interventions parce que si on oublie quelque chose, tout de suite, facilement, on perd 1 ou 2 jours. C'est tout un contexte qui dimensionne aussi beaucoup notre exploitation et nos maintenances. C'est le captage qui a été mis en service en 2011. C'est le dernier captage qu'on a mis en service. Alors là, on se situe sous les mers de glace. On est sous à peu près 70 mètres de glace encore. Il faut savoir que la mer de glace, elle fait un espèce de pic, un petit sommet juste au-dessus de notre captage. C'est pour ça qu'on a quand même une belle épaisseur encore. Et là, ce qu'on voit et ce qu'on entend surtout, c'est le torrent de la mer de glace. Donc c'est le torrent que nous donne le glacier et qui vient s'entonner dans notre captage pour prendre les galeries. Donc quelques kilomètres de galeries et finir par être turbiné à la centrale pour fabriquer l'électricité. L'eau captée à 1560 mètres d'altitude sous le glacier va cheminer dans 3 km de galeries avant de s'engouffrer dans un puits blindé vertical de 300 mètres à une vitesse proche de 300 km/h. Au bout de sa chute, elle entraîne une turbine reliée à un alternateur qui va permettre de produire l'électricité dans la centrale en aval. On est capable de capter au maximum et de turbiner, nous, c'est 15 mètres cubes par seconde. Par exemple, ça nous permet de remplir une piscine olympique en 3 minutes. Donc c'est un débit assez important. Le débit qu'on voit là, c'est un débit d'étiage hivernal. Donc là, le glacier, il fait frais, il y a la neige, donc il donne peu d'eau. L'été, il y a jusqu'à 30 fois plus de débit ici, là. Donc là, on pourrait pas se trouver là où on est. On serait dans l'eau, en fait. La centrale va produire jusqu'à 113 millions de kWh dans l'année, ce qui correspond environ à la consommation annuelle de 50 000 personnes. Dans ce vacarme assourdissant du torrent sous-glaciaire,
on fait face à la puissance de l'eau délivrée par le glacier. Le torrent peut alors charrier des blocs de roches et de sédiments, une véritable menace pour les conduites et la turbine en aval. Pour faire face à ce risque, une série de grilles tente de filtrer les roches au niveau du captage. Mais les ingénieurs ont surtout conçu un dégraveur de 100 mètres de long, pouvant contenir l'équivalent de 2 piscines olympiques. Cette installation, placée entre la sortie du captage et le puits blindé vertical, permet de retenir les restes des petits corps solides présents dans l'eau libérée par le glacier. L'eau glaciaire, elle est très chargée en sable, en limon, en petits cailloux. Quand ils viennent à quasiment 300 km/h percuter la turbine, en fait, ils l'abîment. Et pour vous donner un ordre de grandeur, à la mise en service dans les années 70, cette turbine, elle devait être changée pour partir en réparation toutes les 2 semaines. Tout le progrès qui a été fait sur cette turbine, et c'est en ça qu'elle est aussi spéciale, c'est que désormais maintenant elle arrive à tenir, on l'a changé 1 fois par an. Voilà, donc c'est aussi un travail sur le revêtement et un travail aussi en exploitation pour essayer d'anticiper les moments où l'eau est vraiment très chargée pour essayer de préserver le matériel. Mais la plus grande menace qui plane depuis maintenant plusieurs années sur la centrale des Bois, ce sont les conséquences du réchauffement climatique. Au printemps 2009, le captage d'origine qui alimentait la centrale depuis 36 ans s'est retrouvé à l'air libre, alors qu'initialement il se situait sous 200 mètres de glace. Alors là, on arrive sur la plateforme de marinage, qui est la plateforme d'accès extérieur aux aménagements et au captage. On se situe en effet à l'aval du glacier. En 1995, le glacier était au niveau de ces arbres-là. Et donc ça, c'était le bord du glacier. La langue était légèrement dans le trou là-bas derrière. Mais voilà, et venait remonter, et venait finalement remplir toute la zone dans laquelle on est là. Donc on a à peu près 500 mètres de recul glaciaire sur les entre 25 et les 25-30 dernières années. Donc en 1995, là, on était sous la glace, tout à fait. Ouais. Depuis 140 ans, le glacier a reculé de 2 km et a perdu 220 mètres d'épaisseur, dont 100 mètres ces 20 dernières années. La succession des étés caniculaires a considérablement accentué ce phénomène. Et les dernières mesures sont alarmantes. Le glacier fond de 10 cm par jour. Face au recul de la mer de glace, les ingénieurs d'EDF ont été contraints de créer de nouveaux captages toujours plus hauts. Depuis la création de la centrale en 1973, ce sont 3 captages qui ont été mis en service, dont les 2 derniers en l'espace de 10 ans. Il a fallu remonter à 100 mètres d'altitude en amont du glacier afin de maintenir la production électrique. On peut dire que nos prédécesseurs, ils n'avaient pas imaginé qu'il y aurait toute cette série de captages qui seraient faits. Et en effet, avec un recul, une perte d'épaisseur et un recul qu'on observe malheureusement sous nos yeux et avec lequel on doit s'adapter. En plus d'une perte de production, le captage exposé à l'air libre représente un risque pour la structure même de la centrale. Il devient exposé aux chutes de pierres qui peuvent venir obstruer le captage, condamner les galeries et détruire l'aménagement entier. Le glacier, tant qu'il est en place et qu'il est au-dessus de notre captage, en fait, il nous protège, en quelque sorte, c'est le couvercle, il nous protège de tout cet environnement-là et notamment de tous ces blocs de moraine qui sont sur le versant. C'est cet amas de sable et de rochers que le glacier tient sur les parois. Lorsque le glacier se retire, le risque c'est que tous ces rochers tombent et bouchent notre captage. À titre d'exemple, et ce à quoi on se prépare pour le captage actuel, c'est ce genre de phénomène. Tout le captage et tout cet espace-là, c'est rempli de rochers, de cailloux. Donc c'est tout ça qui chemine avec l'eau. Anticiper les impacts du changement climatique, c'est ce qui pousse les équipes d'EDF à mettre en place un nouveau fonctionnement de la centrale d'ici les prochaines années. À défaut de réaliser de nouveaux captages toujours plus hauts, face au recul inéluctable du glacier, la solution consisterait à utiliser ces captages désormais à l'air libre en les protégeant. On réhabilite le captage, on le protège avec des merlons, c'est-à-dire des accumulations de blocs qui vont éviter que ces blocs arrivent du côté et viennent l'abîmer ou l'obturer, et de manière à ce que l'eau puisse continuer à cheminer et rentrer dans nos galeries par cet accès-là, et puis après continuer son chemin pour arriver à la turbine et produire l'électricité. Le captage sous glaciaire devient alors un captage de surface. Les ingénieurs peuvent réutiliser toutes ces galeries, ce qui permet de préserver cet environnement si fragile. On va essayer toujours de travailler entre guillemets avec un coup d'avance, ne pas attendre que les captages soient découverts pour entre guillemets intervenir. L'accélération de ce retrait glaciaire oblige à se re-questionner très régulièrement pour continuer à produire l'énergie, à valoriser la goutte d'eau qui elle arrive
du bassin versant en dessous du Mont Blanc. Lors de la construction de ces infrastructures du siècle passé, personne n'avait pris conscience d'une telle évolution du climat. Aujourd'hui, face à ce réchauffement climatique, de nombreuses installations doivent être surveillées, transformées et réadaptées. Mais pour combien de temps ? La mer de glace ne fait que reculer pour essayer d'échapper à l'homme qui vient la voir. Elle ne fait que fondre en épaisseur et reculer en longueur. Donc il a fallu faire des escaliers, puis un premier téléphérique, puis un deuxième téléphérique déplacé pour aller plus loin, qui part beaucoup plus vers le glacier qui est remonté, pour essayer d'amener les gens au plus près d'un glacier moribond qu'on tente désespérément de toucher encore alors qu'il veut nous échapper. La nouvelle télécabine de la mer de glace a dû être construite 600 mètres en amont du glacier. 2 ans et demi de travaux ont été nécessaires pour concevoir cette remontée à flanc de falaise. On y prépare aussi les premières fondations d'un centre international d'interprétation des glaciers et du climat, dont l'ambition sera de sensibiliser le grand public aux phénomènes liés au réchauffement climatique. On prend en considération tous ces éléments environnementaux. On veut justement évoluer, intégrer les prouesses technologiques associées à ces évolutions environnementales. On se dit aujourd'hui que de faire un appareil ou de changer une stratégie d'exploitation, si on ne prend pas en compte toutes ces considérations-là, je pense qu'on a perdu d'avance. Le développement de ces infrastructures dans ce massif autrefois isolé a forcément induit l'avènement d'un tourisme de masse. Pour gérer ce flux de visiteurs de plus en plus important au fil des décennies, il a fallu construire des accès. La conquête des cols et des sommets n'aurait été possible sans la création de ces routes sinueuses à flanc de montagne. La route blanche est cet axe vital qui dessert les communes de la vallée de Chamonix. Sur ces 20 km de route nationale qui serpentent à plus de 1200 mètres d'altitude, c'est 53 ponts et viaducs qui ont été érigés. 16 000 véhicules, dont 2000 poids lourds, empruntent quotidiennement cet axe, car elle est la voie d'accès privilégiée pour rejoindre le Val d'Aoste en Italie, grâce à l'un des plus grands ouvrages du génie civil construit dans les entrailles du massif du Mont Blanc. À l'aplomb de l'aiguille du Midi, sous 2500 mètres de roche, les ingénieurs ont réalisé dans les années 60 une prouesse technique qui a révolutionné le réseau routier de cette région. 11 600 mètres de galeries creusées sous la montagne. Le tunnel du Mont Blanc est un défi hors norme, une lutte contre le géant d'Europe. Lors de son inauguration en 1965, ce tunnel bat alors tous les records de l'époque. C'était l'ouvrage routier plus long au monde qui passait au-dessous des montagnes plus hautes d'Europe. Les chiffres de sa construction sont toujours aussi impressionnants. 1200 tonnes d'explosifs ont été nécessaires pour faire sauter 550 000 mètres cubes de roche. 235 000 boulons ont été utilisés pour consolider le granit. Plus de 200 000 mètres cubes de béton ont été coulés pour revêtir la voûte et les parois de la galerie. Comment ces ouvriers sont-ils arrivés à bout de ce chantier titanesque? Et comment sécuriser une traversée de plus de 11 km dans un monotube à double sens au cœur d'un massif? À l'époque, pour passer d'une vallée à l'autre, il fallait franchir le Mont Blanc pour passer de la vallée de Chamonix à la vallée de Courmayeur. Donc pour ces deux populations-là, ça a été une avancée extraordinaire. Pendant l'hiver, l'école s'était fermée, donc on ne pouvait même pas se joindre. On a relié le sud de l'Europe avec le nord de l'Europe, avec ce tunnel-là. Donc on pouvait passer de la France à l'Italie en 12 minutes. C'est un moyen de réunir ces deux pays. Donc c'est un ouvrage qui compte énormément au sein de l'Europe. Il a fallu mettre en œuvre une ingéniosité technologique et une capacité d'innovation totale pour que les États français et italiens arrivent à bout d'un projet pharaonique et inédit. Le tunnel du Mont Blanc est le point d'orgue de la conquête de cette barrière alpine réputée infranchissable, ouvrant une nouvelle voie au trafic international, été comme hiver. Mais encore fallait-il déterminer le tracé adéquat sous des kilomètres de roches vieilles de plusieurs millions d'années. C'est un géomètre italien qui s'emploie à déterminer le meilleur passage. C'est sur la montagne, dans des conditions climatiques extrêmes, qu'il évalue le tracé du futur tunnel. Cette ligne droite passera à l'aplomb de l'aiguille du Midi et devra relier la vallée de Chamonix côté français
au Val d'Aoste, côté italien. C'était un axe entre Paris et Rome, ça passait à proximité de Genève. Il y avait aussi la configuration des Alpes, avec des vallées de chaque côté. On cherchait à limiter la longueur de l'ouvrage, donc cette longueur de 12 km a été retenue. Les travaux vont démarrer en 1959. Chaque pays avait pour objectif de réaliser 5800 mètres de galerie avant de se rejoindre au centre. Pour accomplir cette tâche titanesque, les ouvriers vont utiliser un jumbo, une machine de 75 tonnes installée sur rail et équipée de 16 perforatrices. Elle transporte 25 ouvriers qui perforent 140 trous à chaque étape et dans lesquels ils insèrent des explosifs. Ils ont commencé chacun de leur côté avec des techniques assez proches, qui étaient les techniques de l'époque. Ils ont foré la roche, ils ont placé des mines, ils ont fait exploser les mines. Et puis ensuite, ils ont avancé comme ça dans le tunnel. Simultanément, des pelles de 23 tonnes déblayent les roches explosées que l'on évacue dans les 90 wagons tirés par des locomotives électriques. Cette cadence et ce travail de fourmi fait gagner une avancée de 8 mètres en moyenne par jour. Si le jumbo permettait une avancée certaine, les entrailles du Mont Blanc allaient révéler des dangers imprévisibles. Au fur et à mesure de la progression, le granit de la galerie auquel font face les ouvriers se délite et se fissure après la détonation des explosifs. Les mineurs furent alors contraints d'avancer avec une extrême prudence à travers un boyau qu'il allait falloir armer et sécuriser. Quand on creuse dans une montagne, il y a un phénomène de mécanique des sols, un effet de cisaillement ou d'extension de la roche. Enfin, la roche, quand on la creuse, elle réagit. Donc au fur et à mesure qu'ils ont creusé, ils ont consolidé le granit en utilisant notamment du boulonnage pour assurer une stabilité de la roche. De longues tiges filetées d'1,60 m sont insérées dans la roche sur lesquelles on vient fixer des plaques métalliques qui sécurisent la paroi de granit. Au terme du chantier, ce sont 235 000 boulons qui vont être posés sur l'ensemble de la voûte du tunnel. 2 ans après le début des travaux, le percement avait atteint 2,5 km, mais plus les ouvriers avançaient, plus les risques étaient élevés. Au-dessus de notre tête, on a environ 2500 mètres de granit et de glacier sur la partie supérieure. Le risque essentiel pour eux, c'était les venues d'eau et les éboulements possibles au fur et à mesure du creusement du tunnel. Une grande partie des roches sous laquelle passe le tracé du tunnel est recouverte par des glaciers de la Vallée Blanche et du massif du Mont Blanc. En décembre 1961, une violente veine d'eau froide de provenance sous-glaciaire est touchée. Ce sont alors 1000 litres d'eau par seconde qui s'échappent d'une brèche. La galerie du tunnel est inondée sur une hauteur de 40 cm. Les travaux d'excavation n'avancent plus et sont suspendus pendant 1 mois jusqu'à ce que le débit d'eau se réduise à 300 litres par seconde. Peu après la reprise des travaux en avril 62, ce sont 3 grosses avalanches qui se détachent des pentes du versant italien et s'écrasent sur les baraquements extérieurs du chantier. Au total, 23 hommes trouvèrent la mort durant ces 44 mois de travaux. Après cet enfer sous terre, les derniers mètres furent percés le 14 août 1962. La dernière explosion fit céder le diaphragme qui séparait les 2 chantiers. Les équipes italiennes et françaises étaient enfin réunies au terme d'un véritable exploit. Le pari était gagné. Les 11 km 600 étaient creusés au bout de 4 600 000 heures de travaux. Quasiment 1 million de mètres cubes de matériaux rocheux ont été extraits. 3 années de travaux seront encore nécessaires pour achever les ouvrages internes. La voûte de la galerie va être revêtue par 200 000 mètres cubes de béton. Au sol, on utilise une dalle caisson en béton qui va à la fois supporter la chaussée et dont l'intérieur dissimule tout le système de ventilation du tunnel. Ces caissons ont été préfabriqués au fur et à mesure justement de la finition de l'ouvrage et fixés les uns aux autres. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a sous nos pieds des caissons et des gaines d'air frais pour pouvoir alimenter le tunnel. À chaque extrémité du tunnel, de véritables cathédrales de soufflerie vont être creusées aux entrées des plateformes françaises et italiennes. Chaque centrale de ventilation a 4 ventilateurs qui poussent de l'air frais à l'intérieur des gaines qui sont au-dessous de la chaussée du tunnel.
Ces ventilateurs vont souffler 600 mètres cubes d'air frais à travers les 4 conduits sous la chaussée. L'air est dégagé par des bouches d'aération placées tous les 10 mètres le long de la voie. 2 autres ventilateurs permettent d'aspirer l'air vicié, contaminé, via un 5e conduit présent sous la chaussée. Cet air est extrait par des bouches d'aération situées en clé de voûte tous les 300 mètres. Après ces derniers aménagements sécuritaires, au terme de 6 ans d'efforts, le tunnel du Mont-Blanc est officiellement inauguré le 16 juillet 1965. Cette année-là, si l'homme avait vaincu le plus haut sommet d'Europe, personne ne se doutait qu'il serait le théâtre de l'un des plus dramatiques accidents routiers du XXe siècle. À ce jour, 8 corps ont été formellement identifiés sur les 41 victimes qu'aurait fait la catastrophe. Dans la journée du 24 mars 1999, un semi-remorque dégage de la fumée au centre du tunnel. Le véhicule prend feu et l'incendie devient immaîtrisable. La température monte à 1000 degrés. Les dalles de béton et les parois de la voûte explosent. Les autres véhicules ne sont pas alertés et continuent de rentrer à l'intérieur du tunnel. L'incendie va causer la mort de 39 personnes. Ce sont 53 heures de terreur en plein cœur du tunnel du Mont-Blanc qui traumatiseront à jamais la vallée. Les installations des années 60 n'étaient plus adaptées au trafic des années 90, qui comptait plus de 2 millions de véhicules par an. C'est une véritable mise à nu qui va s'opérer à la suite de ce drame. Au total, 3 années seront nécessaires pour rénover profondément les équipements de contrôle et de surveillance, pour construire de nouveaux abris et mettre en place de meilleurs moyens d'évacuation et améliorer les dispositifs d'extraction des fumées. Le tunnel va devenir l'une des références mondiales en matière de sécurité. On a installé dans le tunnel du Mont-Blanc tout un tas d'équipements qui n'existaient pas à l'époque. Déjà des systèmes complexes de gestion de la ventilation. C'est de pouvoir, en cas d'événement dans le tunnel ou de départ de fumée dans le tunnel, on peut aspirer ces fumées-là en créant un point de vitesse nouveau. On crée le point zéro. On arrête la vitesse de l'air dans le tunnel, dans cet endroit-là. Avec ce nouveau procédé, les opérateurs vont pouvoir instantanément maîtriser la propagation de la fumée et concentrer la puissance des ventilateurs d'extraction d'air sur la zone précise du sinistre. Cette manœuvre va être possible grâce à l'installation de 38 couples de ventilation et des bouches d'aspiration placées tous les 100 mètres en clé de voûte sur le voussoir central. On évite que les fumées de la zone de l'accident peuvent se déplacer et aller ailleurs. On ouvre 7 trappes d'aspiration centrées sur l'événement et on aspire les fumées, etc. On a une puissance d'aspiration qui peut atteindre presque les 150 mètres cubes seconde. Les 2 centrales de ventilation situées à chaque entrée du tunnel vont être également dopées par l'installation de 4 nouveaux ventilateurs relais d'extraction d'air situés tout au long de la gaine de désenfumage. Cette nouvelle technologie va permettre une extraction optimale de l'air vicié et des fumées dans le cas d'un incendie. On a installé de chaque côté du tunnel des salles de contrôle avec des opérateurs H24, 7 jours sur 7, qui ont tous ces équipements à disposition et qui peuvent réagir vite en cas d'événement. C'est un ouvrage très surveillé, sans doute un des plus surveillés au monde. On a dans le tunnel 160 caméras, 36 000 données qui sont analysées en permanence par notre supervision. Donc on a poussé très loin la sécurité dans le tunnel du Mont-Blanc. Ces nouveaux dispositifs d'extraction d'air sont complétés par un réaménagement structurel de l'ouvrage. 37 abris pressurisés de 50 mètres carrés sont creusés aux abords du tunnel tous les 100 mètres, reliés à une galerie d'évacuation indépendante sous la chaussée. Au total, les travaux de réaménagement ont nécessité plus de 18 000 mètres cubes d'excavation. Ce trait d'union, aujourd'hui indispensable à toute une région, ne cesse d'être amélioré et d'évoluer. Depuis 9 semaines, les hommes s'affairent 24 heures sur 24 à l'intérieur pour entretenir l'un des plus grands ouvrages d'Europe. Là, on a procédé à un remplacement d'une partie de la dalle sur laquelle circulent les véhicules. En ce moment, on est en train de l'assembler pour venir la fixer sur l'ancienne dalle du tunnel. On prévoit l'avenir. Notre volonté, nous, c'est de prolonger la durée de vie du tunnel. Et pas de la prolonger de 5 ou 10 ans, c'est de la prolonger de 5 ans. Donc les travaux qu'on commence à faire, c'est vraiment
pour prolonger durablement l'ouvrage. Du plus profond de ses entrailles à ses plus hauts sommets, l'homme a conquis le massif du Mont Blanc sous toutes ses faces. Cette conquête technique n'a pas été sans conséquences. Depuis les premiers aménagements touristiques, la fréquentation du massif a été brutale. 5 à 6 millions de visiteurs viennent chaque année admirer ces paysages et plus de 20 000 personnes tentent l'ascension du Mont Blanc tous les ans. Cette surfréquentation couplée avec le réchauffement climatique menace cet espace devenu fragile. Ce haut lieu touristique doit être le laboratoire des bonnes solutions, en prenant la voie d'un tourisme respectueux et régulé, d'un développement durable de ses infrastructures et d'une reconsidération de la façon de construire. Il y a des choses qu'on a pu faire à l'époque et qui a contribué à un développement, peut être jugé aujourd'hui excessif. Aujourd'hui, le but n'est pas de monter plus, mais de monter mieux, de monter plus intelligent. Tous les défenseurs de la nature avec lesquels on travaille main dans la main nous permet non pas de confronter ce réchauffement climatique, mais plutôt de travailler intelligemment sur l'évolution et de comment nous on va réagir à ça. Le défi technique du début du XXe siècle laisse place aujourd'hui à un défi d'adaptation. La protection des habitants, des paysages et de la biodiversité ne peut passer que par une gestion commune et réfléchie en matière d'environnement. Le massif du Mont Blanc doit rester cet espace sauvage que les visiteurs du monde entier viennent contempler.